à découvrir sur gs27.com. GS27 présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et merci à vous toutes et tous qui êtes actuellement sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes très nombreux, hommes et femmes, et régulièrement, et grâce à cette page Facebook de Sud Radio, si vous nous rejoignez à l'écoute de On parle auto sur Sud Radio, eh bien, on a Cédric qui vient nous voir régulièrement en nous disant « Oh, vous parlez pas assez de Youngtimer ». Voilà, on sait que notre ami Cédric est un fan de Youngtimer. Eh bien, cette chronique est la vôtre aujourd'hui, Cédric. Ouais. Ça tombe bien, on a un autre fan de Youngtimer, parce qu'il a en plus fondé le magazine. C'est François-Xavier Basse, rédacteur en chef du magazine Youngtimer. Bonjour François-Xavier. Non, on dit FX. On va dire bonjour FX. Bonjour FX. Ouais, disons FX, ouais. Bonjour à vous deux. Comment ça va? Vous avez la pêche, ça, on sent que vous avez de l'énergie vous aussi ce matin. Ah oui, j'ai beaucoup d'énergie, ouais. Y a pas de problème. J'ai le hors-série France-Allemagne sous les yeux, donc. Ah bah ouais, hors-série numéro 41, 14 matchs qu'on a tous lus, dévorés quand on est fan d'automobile, quand on était petit. L'ami Jean-Luc et FX, on parle à des gens qui sont soit fans, pas de souci, de collection, de Youngtimer, machin, mais on a aussi des gens qui connaissent pas bien cet univers. Qu'est-ce que Youngtimer? Là, le magazine. C'est quoi Youngtimer? Les Youngtimers sont les voitures aujourd'hui qui sont dites de pré-collection, donc, mais plus largement, on va dire que ce sont les voitures des années 80 à 2000. Ok. À peu près, donc c'est à peu près ça, et qui donc ont un intérêt en collection. Donc on parle évidemment des 205 GTI, mais ce sont déjà devenus des voitures de collection, mais aussi des voitures un peu plus récentes des années 90. Et là, le magazine. Ce que j'allais vous dire, là, pratiquement, il n'y a que des voitures qui ont plus de 30 ans, hein, donc on n'est plus vraiment dans du Youngtimer. Vous mentez, en fait. C'est ça. C'est horrible. On n'est plus dedans, mais dans l'esprit des gens, on est encore dedans quand même, parce que les années 80, c'est un peu le cœur du réacteur, c'est un peu ces années qui ont fait rêver, c'était les années performance, les années vitesse, etc. Et c'est un peu tout l'enjeu de ce hors-série, justement, de faire revivre ça. Les années où dans les pubs, je me souviens d'une pub, et vous en parlez dans le... Alors je l'ai dévoré. Ouais, le magazine. Je l'ai dévoré, j'ai beaucoup pleuré aussi, parce qu'il y a des choses qui ça m'a fait pleurer. Parce que, allez, je commence par le début, après on parlera de la pub dont je voulais parler. Le match entre la R5 Alpine et la Golf GTI, qui n'a pas rêvé d'une Golf GTI? Et en fait, vous dites dans le magazine, je me suis plus amusé au volant de la R5 Alpine. Alors certes, c'est cocorico, mais comment on peut démonter une légende comme ça? Alors pourquoi? Pourquoi? Alors en fait, ce qui est assez curieux, c'est que finalement les Allemandes restent des voitures très allemandes, c'est-à-dire qu'elles sont toujours très sérieuses dans la manière dont elles sont conçues, et sont des voitures qui se révèlent plutôt sur le long terme au fil des kilomètres. C'est-à-dire que si vous prenez la Golf GTI versus une R5 Alpine, le plaisir quand vous l'avez une journée, il est plus immédiat dans une R5 Alpine parce que c'est plus imparfait, parce que ça fait plus de bruit, etc. Et une Golf GTI, ça va être une voiture qui va être un peu mieux fabriquée, un peu plus parfaite. Mais par contre, je pense qu'au bout de 6 mois d'utilisation, vous dites, je garde la Golf et je revends la R5, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Oui. Alors là, par contre, j'étais d'accord avec vous, hein, quand vous avez fait le match Peugeot 205 GTI. Qui n'a pas rêvé d'une Peugeot 205 GTI quand il a eu son permis? Là, attention, on est sur la 1,9 litre, hein, c'est du lourd, face à la Volkswagen Golf 2. Alors ça, j'aime pas la ligne de la Golf 2, moi, mais en GTI aussi, 16 soupapes. Alors ça, c'est les matchs de l'époque qu'on dévorait, où on mettait en premier, d'ailleurs, dès le début de l'article, en général, on mettait les accélérations, les vitesses de pointe. Aujourd'hui, on n'en parle même plus, quoi. Je sais même pas si moi, dans un essai, je vous ai donné une vitesse de pointe depuis 5 ans. Et là, c'est la Peugeot qui gagne, mais heureusement, quoi. Sinon, je vous aurais envoyé un colis piégé. Mais non. Une brigade. En fait, là où les Français ont toujours excellé, en l'occurrence sur la 205, c'est vraiment le cas, c'est sur les trains roulants. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément toujours pile au niveau mécanique, ils étaient parfois un petit ton en dessous. Là, c'était pas le cas avec la GTI 1,9 litre, mais en termes de train roulant, une 205, c'était une référence, et face à une Golf, c'est sûr qu'elle est devant, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure, j'évoquais une publicité. Est-ce que, Laurence, vous vous souvenez d'une publicité qui était tournée sur l'autoroute en Allemagne avec des hélicoptères qui pourchassaient une voiture française? Oui, je me souviens, et c'est... Non, j'ai plus la voiture, mais je me souviens de la pub. Il y a un losange sur le. Oui, mais je ne sais plus laquelle. La R21 Turbo. La R21 Turbo qui était capable. Alors là, vous l'avez opposé quand même à une Mercedes qui coûtait 2 fois plus cher que la R21. Ça veut dire que le mec qui dépensait finalement pas beaucoup, il pouvait aller pourrir une Mercedes sur les autoroutes allemandes.
ou une BMW M3 E30 aussi à la même époque. Oui, c'était des voitures qui valaient 300 000 francs, la Mercedes et la BMW, et une R21 Turbo, ça en valait 150 000. Et aussi curieux que ça puisse paraître, effectivement, en termes de performance, on était à des niveaux équivalents, et je dirais même qu'en reprise, grâce à l'effet turbo, la R21 était devant la BMW et la Mercedes. Ouais. 230 km/h, c'est le titre, hein, avec enfants et bagages. Qui a fait ça? C'était à l'époque. Hein. Oui, c'était à l'époque. C'était déjà interdit, mais puis c'était en Allemagne. On a plein de réactions de Nathalie qui dit qu'elle a eu une 205 XS, Stéphane qui dit qu'il a kiffé sa Super 5 GT Turbo. Vous voyez, ça fait réagir, les Youngtimers plaisent. Ouais, mais là, alors vous avez même osé comparer deux diesels. Ouh là là. Non, j'adore. Oui, mais deux diesels de pointe quand même. Parce qu'on a pris la CX25 TRD Turbo 2 qui pendant un petit moment a eu justement à l'époque on décernait des lauriers pour les voitures les plus rapides. Ah ouais. Aujourd'hui on dirait plus ça, mais à l'époque c'était 195 km/h. Et puis elle a été détrônée peu de temps après par la Mercedes 300D Turbo qui fait 143 chevaux et qui dépasse les 200 km/h. Donc on a pris deux voitures qui étaient comparables, qui étaient dans la même catégorie à l'époque, mais en réalité que tout oppose à la conduite, parce qu'il n'est pas plus différent d'une CX qu'une Mercedes W124. Ça c'est clair. Moi j'adorais la CX, mais j'adore encore plus dans vos comparatifs, vous avez Contente, voiture que j'adore, avec une Porsche 911 Carrera 2. Et au final, on se rend compte que à la fois l'Aventuri, bon, elle est plus sexy, elle est plus moderne, elle est plus performante, elle est plus rare. Donc tiens, d'ailleurs, en occasion, ça coûte combien ce genre de Toto? Une Venturi aujourd'hui, donc curieusement c'est effectivement plus rare, c'est plutôt plus performant qu'une 964 et c'est plutôt moins cher aussi, c'est-à-dire que, enfin pas beaucoup, hein, mais on est sur des voitures qui sont entre 55 et 75 000 euros aujourd'hui, alors qu'une Porsche 911 Carrera 2 aujourd'hui, pour en avoir une à moins de 75 000 euros en bel état, il faut se lever tôt. Et donc voilà, là c'était vraiment, on était dans cette époque où les Français venaient titiller sans complexe les meilleures références allemandes. Après ça s'est perdu dans les années 90-2000, mais à l'époque on était vraiment pas loin, voire au niveau, voire parfois un peu au-dessus. Ouais. Donc et là typiquement l'Aventuri, ça a été une aventure industrielle, absolument incroyable. Ouais, ils ont fait des trucs, la 400 LM, la 300 Atlantique avec laquelle j'avais fait beaucoup de kilomètres. On avait d'ailleurs fait pour Turbo un comparatif entre la 300 Atlantique et puis je crois que c'était une Carrera 4. On avait fait ça dans le Midi et la 300 Atlantique s'en sortait avec les honneurs. Donc on se rend compte que dans ce match France-Allemagne, même si les voitures allemandes ont une aura que n'ont pas les voitures françaises, elles s'en tirent pas mal, hein. C'est surtout que les voitures françaises, elles ont ce côté très atypique que n'avaient pas forcément les Allemandes. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, il y a un autre essai qui est la R25 V6 Turbo Baccarat face à la BMW 535 E34, ce sont deux voitures qui ont quasiment le même niveau de puissance, 205 contre 211, quasiment les mêmes performances. Mais enfin, je pense que jamais un type qui achetait une BMW 535 à l'époque aurait hésité avec une R25 V6 Turbo. C'est deux interprétations complètement différentes, et c'était un peu ça la force des Français à l'époque, c'était de proposer leur propre interprétation dans une catégorie donnée. C'est-à-dire que typiquement, voilà, une grande routière, c'était une R25 et ça ressemblait pas à une BM et ça ressemblait pas à une Mercedes, et pareil avec l'Aventuri, ça ressemble pas à une Porsche, quoi. Ouais. C'était donc, bien aussi la R25. Et FX, dernière question, comment on fait pour trouver des voitures en état d'origine comme ça pour faire des comparatifs? Ça doit pas être simple. C'est simple pour les stars, typiquement trouver une Porsche 911 type 964, c'est simple. Même une Venturi, il n'y en a pas eu beaucoup, mais le club est tellement actif que c'est simple. Tout ce qui est voiture sportive, ça se fait facilement. Une BM 325i, ça se trouve, une 5 GT Turbo, ça se trouve, etc. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, les deux diesels qu'on évoquait tout à l'heure, ça c'est très compliqué à trouver, parce que ce sont des voitures qui ont été usées jusqu'à la corde par leurs premiers propriétaires et qui sont aujourd'hui très difficiles à trouver en bel état d'origine. Et donc plus on descend dans une gamme donnée, les versions sportives on les trouve toujours parce qu'elles sont sauvegardées, elles sont restaurées. Mais les versions d'en dessous, c'est très très compliqué à sourcer. Il a fallu qu'on aille aux quatre coins de la France pour aller faire les reportages. C'était en tout cas un beau métier comme le vôtre. Le magazine. Je refais voir. Voilà, hors série, c'est le hashtag 41. Voilà, exactement. Qui est donc dans tous les kiosques. Eh bien, merci. Et Youngtimer, on rappelle la sortie, c'est
Un hebdo alors c'est tous les mois, c'est tous les mois, c'est tous les mois. En fait, tous les mois en fin de mois. Les hors-séries, c'est tous les trimestres. Et puis il y a aussi Young Timers, la chaîne sur YouTube, sur laquelle vous pouvez retrouver certains des essais qu'on a fait dans les magazines. Eh ben super. Voilà. Mais juste après les essais de mon ami Jean-Luc sur la page Facebook de Sud Radio. Merci François-Xavier Basse, rédacteur en chef du magazine Young Timer. On vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Dans quelques instants, on va parler du péage en flux libre. Quel bilan de ce péage après 1 an d'existence? C'est à suivre sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio, on parle auto, classique car.